Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. On vous rappelle déjà dès aujourd'hui tranquillement, peut-être un peu timidement, mais à partir de demain, pendant plusieurs jours, la chaîne El Marhalibiya, la direction de la rédaction a décidé donc de consacrer plusieurs heures de programme pendant plusieurs jours autour de ces 4 ans. Donc aujourd'hui a commencé en Algérie, à Bordeaux, si je ne me trompe pas, donc les premières marches qui ont débuté un 16 février 2019. 4 ans après, ça continue d'une autre manière, certes, pour plein de raisons, qu'on évoquera certainement un peu ce soir, mais qu'on évoquera tout au long de ces journées à venir. Mais ça continue encore et encore, puisqu'on voit toujours un peuple qui est toujours en demande d'un changement de système, tout simplement d'une liberté, d'une indépendance. On va y revenir avec nos invités au programme ce soir. Donc un mot pour commencer bien évidemment sur ce Hirak depuis 4 ans. On viendra aussi sur la répression avec une grande journée qui est organisée samedi sur Paris. Donc en soutien avec le peuple algérien pour thématique la répression, avec un parterre de personnalités venues de tous bords et tous horizons, orchestrées entre autres, mais pas que, mais par Riposte Internationale. Et on viendra aussi sur la thématique du jour, qui est liée un peu à ce contexte politique depuis maintenant plus de 40 ans. Le titre de l'émission qui va s'afficher, Algérie : le complot, une raison d'existence d'État, point d'interrogation. On visionnera tout à l'heure une vidéo, mais vous verrez de Zerwal à Bouteflika, en passant par le président actuel Abdelmadjid Tebboune ou encore par Ouyahia, entre autres, tous et toutes évoquent ce terme, le complot, la théorie de complot, un pouvoir donc qui constamment, depuis maintenant plus de 40 ans, devant chaque obstacle, difficulté, situation, catastrophe naturelle, par exemple, des pénuries de besoins de première nécessité, et bien souvent, donc ce pouvoir, depuis plus de 4 décennies maintenant, se cache peut-être, c'est une question, mais la responsabilité, les causes derrière le complot, c'est un mot qui est énormément utilisé face aux ONG, face aux partis politiques, face à la presse, face aux journalistes, face aux militants, face aux rassemblements, aux marches aussi, au Hirak, puisque pour un certain nombre du pouvoir, il s'agit de complot, ce Hirak aussi qui est en place maintenant depuis pas mal de temps, donc toujours le même discours qui est le complot. Donc on va se poser plusieurs questions ce soir. D'abord, pourquoi est-ce que ce terme de complot est aussi présent ? Il est présent aussi dans d'autres États, notamment autoritaires. On peut penser à l'Égypte, par exemple, ou encore à la Corée. Pourquoi un tel message véhiculé maintenant depuis plusieurs décennies pour plusieurs générations, peut-être créer des peurs auprès du peuple ? Est-ce peut-être une réalité ? Mais si cela était le cas, pourquoi est-ce que depuis plus de 40 ans, une Algérie, une puissance, en termes de sécurité notamment, pourquoi est-ce que depuis plus de 4 décennies, le pouvoir algérien n'a pas su mettre un nom réel derrière ces personnes qui font du complot, et pourquoi n'a pas su-t-il vaincre et mettre fin à ce virus, puisque encore il y a quelques heures, notamment dans l'affaire d'Amira Bouraoui, on nous parle de complot. On va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe derrière cette question de complot, ou est-ce que c'est tout simplement une manière peut-être de fuir ses responsabilités et de fuir la réalité quand on a des millions de gens qui sortent dans les rues aux 4 coins du pays et aussi à l'international. À un moment donné, il faut se poser cette question. Est-ce que c'est une réalité et est-ce qu'on doit faire face à ses responsabilités et trouver des solutions et ne pas mettre ça derrière le complot ? On peut penser aux pénuries d'eau, on peut penser aussi au séisme, on peut penser notamment à ces feux qui ont ravagé le nord du pays. On nous parle souvent de main étrangère. Le plaisir de l'accueillir. C'est une première, c'est vraiment un honneur. On connaît Riposte Internationale, qu'on ne présente plus bien évidemment, qui fait un travail auprès du peuple algérien, pour le peuple algérien, mais pas que, c'est vraiment important à souligner. Elle est secrétaire générale de Riposte Internationale. Wardia Ben Maamar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Chaban et bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Il est avec nous de Washington, fidèle à l'émission, directeur de Watching Independence True Social. Merci d'être avec nous, Hamid Lelou. Merci, cher ami. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et je salue Wardia que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'été dernier à Paris. Bonsoir Hamid.
Merci d'être avec nous. Un confrère qu'on salue, on salue vraiment tous nos confrères et consoeurs journalistes, notamment en Algérie, parce qu'il y a les partis politiques, il y a les opposants, il y a les Algériens, les citoyens, les citoyennes, mais on sait que les médias aujourd'hui, c'est un pouvoir à part entière. Ça peut faire balancer la donne dans certaines élections, dans certains États, et on salue tous les journalistes qui sont en Algérie. Le plaisir de l'accueillir. Karim Kebir, bonsoir, cher ami. Et bonsoir à vos auditeurs et à vos invités. Merci, cher Karim Kebir. Je vais commencer par vous. Samedi prochain, donc le 18 février, c'est maintenant dans un peu moins de 48 heures, donc aura lieu une grande journée à Paris, à la Bourse du Travail. Vous allez avoir le visuel s'afficher tout au long de l'émission avec un parterre de personnalités qu'on évoquera avec vous, Wardia, Ben Mahamar, dans quelques instants. À la Bourse du Travail, une thématique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, un meeting contre la répression. Peut-être un mot aujourd'hui en Algérie. Dans quel environnement vivent les Algériens? On voit de plus en plus d'arrestations, de répression. On rappelle que la maman notamment de Amira Bouraoui est toujours dans les mains de la police, par exemple. Enfin, il y a son chauffeur aussi a été arrêté. Le journaliste du Provincial, collègue aussi, est toujours en arrestation. Donnez-nous un peu la malheureuse, j'ai envie de dire, parce que je connais aussi un peu l'état des lieux, dans quel état est le pays en termes de liberté, de répression aujourd'hui? Ben, vous l'avez dit, donc c'est une situation extrêmement difficile. On ne peut pas parler. Il y a une espèce de congélation de la scène politique et la scène médiatique. Pratiquement, il n'y a pas de vie politique puisque les partis politiques, particulièrement de l'opposition, sont empêchés d'activer. Il y a beaucoup qui ont comment dire, sous le coup, ils sont menacés, en tout cas sous la menace de dissolution. Il y a des partis qui ont tenu de leur congrès, comme le cas du RCD par exemple, ou du Parti des travailleurs, dont les résolutions ne sont pas encore validées par le ministère de l'Intérieur. Donc il y a une espèce d'épée de Damoclès sur eux. Il y a l'ICP qui a des problèmes avec la justice. Il y a le PST dont les locaux sont scellés et qui est empêché aussi d'activer. Il y a des problèmes. Il y a le MDS. Donc pratiquement même les partis de l'allégeance, ceux qui sont proches du pouvoir, je suppose qu'ils ont reçu des instructions de ne pas trop s'afficher, donc ils sont pratiquement absents de la scène. Et puis de l'autre côté, vous l'avez bien cité, on a vu cette cascade d'arrestations qui ne finit pas, puisqu'il y a beaucoup qui sont sous le coup de poursuites, et puis d'autres qui sont qui doivent passer, qui attendent leur procès. Il y a aussi des associations qui sont dissoutes, il y a d'autres qui sont menacées de dissolution. La scène médiatique est complètement anesthésiée, puisque pratiquement l'essentiel des médias qui existent, en tout cas, se sont transformés en porte-parole de la voix officielle. Donc ils ne font que reproduire la communication officielle ou gouvernementale. Donc vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui dans la presse algérienne une enquête ou un entretien avec un opposant ou traiter des sujets qui peuvent éventuellement gêner les autorités. Donc voilà, c'est un climat de congélation, c'est un climat de fermeture où pratiquement il n'y a aucune vie politique ni médiatique. Merci Karim Kebir. Restez avec nous. Il est important à chaque fois d'abord de faire honneur, de saluer nos invités
qui se situe derrière la Méditerranée. C'est pas facile de vous exprimer. Merci encore une fois pour votre présence. Et puis ça nous permet aussi de poser un contexte, de poser un état des lieux précis, car vous êtes en Algérie avec nous. Donc Wardia Benmahma, secrétaire général de Riposte International. D'abord, on va bien sûr en parler de cette grande journée, samedi 18 février, donc à partir de 14h à la Bourse du Travail. Il y a un parterre de personnalités qui part d'abord par Pierre Laurent, qui est le conseil du Conseil national du Parti communiste, vice-président du Sénat. On a le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin. On a pas mal de personnalités comme ça qu'on va pouvoir bien sûr citer comme ça à plusieurs reprises. Elle était importante cette journée et malheureusement on ne peut pas s'en passer, j'ai envie de dire malheureusement. Oui, bien sûr, cette journée est très importante et d'autant plus importante que c'est une journée que nous organisons avec d'autres amis militants donc algériens et qui assistent, enfin qui ont tous insisté pour que on l'organise ensemble pour une fois, encore une fois, montrer que la diaspora soutient toujours les Algériens de l'autre côté de la Méditerranée, que le Hirak est toujours la dissidence populaire, elle est toujours dans les esprits et dans les fêtes. En ce qui nous concerne, donc pour cette journée, nous avons sciemment décidé de la consacrer aux amis de l'Algérie. Il est important pour nous de montrer que les Algériens ne sont pas seuls, que d'autres, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des amis de l'Algérie qui soutiennent la justesse de la cause des Algériens. Et donc, c'est pour ça que je me permets de reprendre. Donc, il y a Pierre Laurent, qui est vice-président du Sénat, Patrick Baudouin, et nous avons encore d'autres, Madame Guissou, qui est vice-présidente de la FIDH, par exemple. Ce sont des personnes qui ont qui nous soutiennent et qui ont toujours soutenu l'Algérie. Et c'était important pour nous qu'elles soient là pour dire leur attachement à une Algérie plurielle, à une Algérie démocratique et au combat et au militantisme bien sûr de tous les Algériens, mais à la cause juste. Vous parlez de soutien à l'Algérie, ce qui est important aussi. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 55 ONG, réseaux de droits, des droits de l'homme qui pleurent et qui dénoncent notamment la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous pouvez retrouver toute cette liste d'ailleurs sur vos réseaux sociaux, sur la page de Riposte. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi sur le parterre de personnalités, la Syrie est représentée, la Palestine, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, ça c'est important aussi qu'il y ait de plus en plus d'organismes, d'associations, d'ONG qui dénonce ce qui se passe en Algérie. Il est important parce que nous d'abord que ce soit avec la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, nous partageons le même combat qui est le combat contre des régimes autoritaires. C'était important pour nous que ces personnes soient là. C'est des personnes qui nous ont accompagnés même sur d'autres actions. Et c'est important aussi de montrer que dans cette région, que ce soit l'Égypte, alors vous avez parlé de l'Égypte et du maréchal Sissi, on est par certains côtés, nous sommes en train en quelque sorte de faire concurrence dans l'escalade de la violence et de la répression à l'Égypte. Donc il est important pour nous de montrer aussi la dimension internationale du soutien à l'Algérie. Et ça, c'est très important. On n'est pas seul. Elle existe, elle est réelle et c'est pas un complot. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas un complot. Moi, je pense qu'on peut, si on repart durant la guerre d'Algérie, c'est aussi grâce à une Tunisienne comme Halimi, l'avocat du FLN, et les porteurs de valises et d'autres personnes qui ont cru encore une fois en la justesse d'une cause et qui se sont impliqués corps et âme, et certains jusqu'au péril de leur vie.
Et ça, je pense que c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'était important pour nous aussi, cette dimension internationale. Un mot encore là-dessus, puis c'est malheureusement dans l'actualité. Lorsque vous ressortez d'une grande journée, moi j'ai eu le plaisir d'assister à cette journée autour de la journée internationale des droits à Paris. Lorsque vous clôturez une journée comme celle-là, notamment autour de l'Algérie, aujourd'hui c'est un constat de votre côté. Alors on entend Karim Kébir, bien sûr, qui nous fait son constat et on en est conscient, mais ici aussi à Paris, que ce soit à Lyon, Marseille ou ailleurs, c'est toujours ce constat désolant, dramatique. C'est aussi cette période de votre côté, vous situez aussi cette période de répression, c'est la période la plus horrible que vit l'Algérie? La plus horrible, moi, je reprendrai pas ces termes-là, dans le sens où chaque période et chaque régime, enfin plutôt chaque président, en fait, a préparé le régime qui a suivi. Si Boumedienne, moi, j'appellerais ça plutôt la dilapidation des libertés démocratiques, des droits démocratiques. Ça a commencé à l'indépendance. Et on en est là, c'est-à-dire que chacun est monté sur les épaules de l'autre pour réprimer davantage. Si on n'a pas eu Boumedienne, on n'aurait pas eu... si on n'a pas eu avant Ben Bella, même s'il était, ce n'était pas un sanguinaire comme l'était Boumedienne, on ne serait pas dans moi ce que j'appelle la dilapidation des droits démocratiques qui a permis par la suite la dilapidation des richesses. Moi, je ne dissocie pas les deux. Je ne dissocie pas les deux. Et c'est chaque régime. Je ne dirais pas, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a énormément, enfin, on est frappé par l'ampleur de la répression. Mais il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux sources et montrer que chacun des régimes a permis la venue de l'autre et l'installation de l'autre et une répression plus grande. On est toujours dans le même pouvoir On est toujours dans le même pouvoir et c'est d'ailleurs ce qu'explique très bien Adil Houari dans sa contribution dans notre ouvrage aux racines de ce régime qui est là installé depuis l'indépendance. On va en parler tout à l'heure de ce livre, bien évidemment, et puis dans le cadre de nos autres émissions. Effectivement, voilà ce que dit Houari a dit. L'Algérie est en train de vivre une crise de dépassement. Voilà, vous avez là merci Karim à l'antenne. L'Algérie est en train de vivre une crise de dépassement de l'héritage de la lutte anticoloniale qui, pour des raisons historiques, avait militarisé la demande de l'indépendance face à un pouvoir colonial radical qui ne comprenait que le langage de la violence. Vous pouvez retrouver bien évidemment ce bouquin. D'abord, il y a de très beaux témoignages, de très belles analyses et en plus de ça, c'est en soutien à Riposte International, c'est symbolique. Vous l'avez notamment disponible chez Amazon. Hamid Lelou avec nous. Rebonsoir. Hamid Lelou, alors vous pouvez réagir bien évidemment sur ce que vous venez d'entendre. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur cette période répressive sans nom. Je voudrais qu'on entre aussi un peu dans cette thématique ce soir. C'est tout de même un pouvoir. D'ailleurs, ce que je propose, c'est que on va juste diffuser cette vidéo où vous allez voir que sur quatre décennies, on les entend tous vraiment d'Abdelaziz Bouteflika en passant par le président actuel de Zerwa Laou Yahya. Vous allez voir que c'est la mainmise étrangère, c'est le complot, la théorie du complot. C'est vraiment un mot qui revient depuis plus de 4 décennies maintenant. فيه مؤامرة لزعزعة الاستقرار هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت
مستهدفة بعدوان لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. Voilà, la vidéo est un peu plus longue, on entend encore plusieurs personnalités vraiment venues de plusieurs générations de pouvoir. L'Algérie est visée, son peuple et l'État, face à un complot international, national. On nous parle de cette main étrangère. On y voit aussi bien l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah ou encore l'actuel. Vous l'avez vu, hein, du président actuel en passant par l'ancien chef d'État. Hamid Lelou, vous venez d'entendre cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, maintenant depuis plusieurs décennies, à chaque fois qu'il y a des pénuries, des feux en Kabylie, qu'il y ait deux mouvements, on y adhère ou on n'y adhère pas, le MAC, Rachad par exemple, il y a toujours Ihsan El Qadi, on ferme ses médias, il y a cette main étrangère, le financement étranger. Pourquoi est-ce qu'on bassine, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, en tout cas, depuis tout temps, la théorie du complot est annoncée comme responsabilité, comme cause de tout ce que vit le peuple algérien. Ok. Tout d'abord, j'aimerais bien réagir à l'action que Riposte International et d'autres organisations connues, moins connues, et toutes les personnalités algériennes qui sont impliquées dans cette initiative, vraiment une initiative louable. Comme l'a dit notre sœur Wardia, c'est pour dire au peuple algérien que vous n'êtes pas seul et que le combat continue. On montre la résilience de ce Hirak. Le Hirak continue, il est résilient et il a surpris plus d'un, y compris beaucoup d'Algériens, y compris nous-mêmes. On se voyait pas aussi résilient que ça. Inch'Allah, ça va durer. Deuxièmement, cette histoire de conspiration, de la main étrangère, des attaques. Tous les pays sont menacés. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas digne de ce nom, qui ne soit pas assujetti à des risques. Les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est ça les relations internationales. Il y a toujours l'ennemi. Il y a l'ennemi réel et il y a l'ennemi imaginaire. Moi, j'ai envie de parler de cet ennemi imaginaire que le régime algérien n'arrête pas de ressasser. Pourquoi? Parce que c'est un levier qui lui est très coutumier. C'est un fonds de commerce qui a réussi et qui continue à réussir, malheureusement. Il y a beaucoup d'Algériens parmi nos amis, parmi nos connaissances, des gens compétents, et pourtant qui continuent à croire que l'Algérie est menacée de la même manière que c'est décrit par ce régime. Les mêmes qui ont dit la même chose pendant des années se retrouvent en prison pour trahison. Alors, c'est qui le traître dans ce cas-là? La main étrangère, est-ce qu'elle existe? Elle est déjà en Algérie. Quand vous voyez toute cette turbulence politique, cette turbulence sociale, en dépit de toutes les richesses que nous avons, en dépit de toutes nos potentialités, et pourtant on continue à nous sortir la même histoire. Et l'Algérie, elle va de pire en pire, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Alors l'ennemi, oui, mais l'ennemi dont il parle, c'est un ennemi imaginaire, mais le vrai ennemi, il est là, et à mon avis, il est présent parce que le régime persiste et parce que le régime continue. Est-ce que c'est une carte? Oui. C'est peut-être une des raisons, une des causes, c'est quoi? C'est de fuir ses responsabilités. On l'a vu dernièrement sur les feux. L'Algérie est en danger, la main étrangère, c'est les voisins marocains, c'est aussi des mouvements comme le MAC ou Rachad qui ont été accusés. Et puis derrière, c'est totalement autre chose puisqu'on se retrouve avec des personnes devant les caméras, à être interrogées sans justice. Enfin, ça, on en a déjà parlé. Ce fonds de commerce, à un moment donné, ça commence à bien faire. Je pense que les Algériens et les Algériennes l'ont compris. C'est parce que ce pouvoir fuit ses responsabilités, parce qu'il n'arrive pas à gérer ce pays.
Ah oui, le fonds de commerce, il s'épuise. L'Algérien, la preuve que l'Algérien ne croit plus à ses salades, c'est le Hirak. C'est-à-dire que même ceux qui ne croyaient pas pendant longtemps n'arrivaient pas à réagir, mais le Hirak a montré que cette salade, il faut qu'elle s'arrête. Moi, j'attribue ça, nonobstant au fait que dans les institutions algériennes, nous avons des compétences, nous avons des personnes qui sont vouées au bien de l'Algérie, qui sont généreuses et qui sont compétentes et qui sont très, très patriotiques. Et j'ai toujours dit, c'est à cause de ces personnes que le régime persiste, parce qu'il faut bien que quelqu'un travaille. Mais le problème du régime, c'est le problème au niveau du pouvoir décisionnel. Il est où le centre de décision? Il n'est pas entre les mains de personnes qu'on voit. Aussi bien l'ennemi dont il parle, il est invisible, il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ni un nom, autant le régime lui-même ou le centre de décision, il est inconnu, on ne le connaît pas. Et la meilleure manière pour eux de remédier à ce défaut qui existe auprès de toutes personnes incompétentes, c'est de la schizophrénie politique. Oui. Alors, la schizophrénie politique, pourquoi? Parce que ils ont des troubles et ils répètent toujours la même chose, la même histoire. Ils sont comment dirais-je, les psychologues au niveau de la schizophrénie, ils sont conditionnés à nous sortir la même chose. Mais le pire dans tout ça, et ce qu'on voit qui est palpable, c'est la perte de contact total avec la population. Avec le peuple. Le peuple algérien. Je reviens à vous, Hamid Lelou. Karim Kébir, un mot là-dessus, à votre tour dans l'ordre de passage. Comment les Algériens vivent à un moment donné cette situation où on a une gouvernance, alors mise en place, pas mise en place, alors ça c'est encore un autre sujet, mais bon, on a aujourd'hui un président, un chef d'État, quelqu'un qui est présent. Et c'est vrai que depuis des décennies, on dit aux Algériens, l'Algérie est en danger, théorie du complot, on nous veut du mal. Comment les Algériens, selon vous, le vivent? Et puis, tant bien que mal, s'il y avait cette main étrangère, s'il y avait ce complot, ce danger extérieur qui en veut réellement au peuple algérien et à l'Algérie, pourquoi est-ce que depuis tant d'années, tous les pouvoirs qui se sont succédés n'arrivent pas d'abord à mettre un nom précis et n'arrivent pas, et puis peut-être à désosser, à mettre fin à ce virus, si je puis me permettre l'expression? Je crois d'abord il est d'ordre culturel, parce que la naissance du pouvoir algérien, il s'est construit avec le complot. Donc il y avait des règlements de compte dès l'indépendance, depuis l'arrivée de l'armée des frontières, et puis les successions des crimes qui ont eu lieu. Donc il y avait toujours cette arrière-pensée à chaque fois que le pouvoir est menacé. Donc on attribue à chaque fois, donc il y a cette espèce de hantise qu'il y a toujours quelqu'un qui leur veut du mal. Ça, c'est sur le plan culturel. Après, la deuxième des choses, de mon point de vue, elle est liée à l'absence de légitimité. Donc, nous n'avons jamais eu un pouvoir légitime et qui se sent dans l'obligation de rendre des comptes à sa population. Donc, faute d'assumer sa gouvernance, faute d'assumer ses échecs, on attribue à chaque fois, on brandit cette menace de l'extérieur. Comme le disait le monsieur des États-Unis, effectivement, on n'exclut pas qu'il y ait certaines menaces, mais ça touche pratiquement tous les pays. Mais cette obsession à attribuer nos échecs aux autres, ou bien à chaque fois de brandir la menace extérieure, je crois que c'est beaucoup plus pour ne pas assumer les échecs successifs. Je rappelle que l'un des rares présidents qui n'a jamais évoqué ce complot étranger, c'était bien Mohamed Bouazizi, parce que lui, il avait une vision pour l'Algérie, il avait un projet. Qu'on soit d'accord ou non, c'est une autre histoire, mais en tout cas, le bonhomme avait une certaine idée de l'Algérie qu'il souhaitait. Donc il n'a jamais attribué l'échec aux autres. D'ailleurs, dans son fameux discours où il a été tué, il disait que les autres nations nous ont dépassés par la science, par la connaissance, par le savoir.
Donc c'est pas à chaque fois de regarder, à chaque fois de voir le danger à l'extérieur pour éviter de rendre des comptes au niveau interne. Mais malheureusement, vu ce discours couplé aussi au traumatisme vécu par la société algérienne, malheureusement c'est un discours quand même qui a ses adeptes et qui croit encore qu'il y a l'Algérie, comme quoi elle est menacée, elle est jalousée, alors que malheureusement on devait être un pays très 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 avancé, et là on est à la traîne de l'histoire. Restez avec nous, Karim Kébir. Wardia Ben Mama. Je voudrais réagir par rapport à ce discours, à ce récit du complot qu'on n'arrête pas de sortir et que les uns et les autres utilisent et ressortent à chacun de leur mandat. Moi, je dirais que depuis Orwell, on a compris qui utilise cette stratégie du complot. On a compris. Il n'y a que les dictatures. Il n'y a que les dictatures pour sortir cette histoire du complot. Même si dans des régimes démocratiques, il peut y avoir des complots. En ce moment, par exemple, on peut parler d'un complot de la Russie contre des pays européens. Mais on l'entend pas. On l'entend pas. C'est-à-dire qu'il y a des garde-fous, il y a une armée, il y a une diplomatie, etc. Mais en Algérie, c'est un terme, effectivement, comme le dit très justement notre cher ami Karim Kébir en Algérie et Hamid Lelou, c'est un terme qui n'a pas besoin de preuves. On accuse les uns et les autres de complot, mais on n'a pas de preuves. Donc c'est un fourre-tout. On est dans une espèce d'esprit magique. Voilà, il y a un complot, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça agit. Mais ça, moi, j'ai envie de dire, le seul complot qui menace l'Algérie aujourd'hui, c'est le complot que les gens qui sont au pouvoir sont en train d'organiser. C'est le vrai complot. Celui-là, c'est le vrai complot et qui risque là, pour de vrai. Alors on n'est pas là pour le coup, on n'est pas dans la magie. Là pour de vrai, on risque l'effondrement de l'État. Parce qu'avec ce qui se passe, ce qui est organisé aujourd'hui, cette répression sans précédent, effectivement, que ce soit des journalistes, que ce soit des avocats, que ce soit des Algériens lambda, que ce soit des militants, les partis politiques, les ONG, les associations, etc., tout ça, effectivement, peut mener à l'effondrement de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a fait sauter les digues, c'est-à-dire que toutes ces personnes, cette classe politique, ces médiateurs qui pourraient servir de médiateurs justement si jamais demain les gens finissent par peut-être se lasser de cette situation et passer à d'autres formes d'expression autres que les formes non violentes, on n'a plus Rage, on n'a plus SOS Bebloued, on n'a plus toutes ces associations qui permettent d'absorber un certain mal-être et qui canalise, j'ai envie de dire, qui canalise les jeunes. La dissolution, par exemple, de Rage, c'est une insulte aux acquis de 88. Et moi qui ai vécu 88 en Algérie, j'étais étudiante à l'époque, on a vu les chars dans Alger, on a entendu les coups de feu, etc. Tous ces jeunes qui sont morts aujourd'hui. Et la Rage a été créée justement pour donner un sens au combat des jeunes et pour qu'on ne soit plus dans l'émeute. Et aujourd'hui, Rage est dissoute. Et donc, on est quand même dans... Après, moi, j'ai envie de dire, s'il y a des personnes, s'il y a des Algériens qui croient en cette théorie, l'espace médiatique a été fermé. À un moment donné, je ferai réagir aussi Karim Kébir là-dessus parce qu'il est bien placé, parce qu'il développe les pensées, il éveille les consciences. Est-ce qu'aussi le but, peut-être, à force de rappeler ça aux Algériens, c'est quoi? C'est de contrôler la pensée, c'est de ne pas libérer les pensées, c'est de...
Oui, mais bien sûr, tout est organisé, l'espace médiatique est fermé, les écoles, les programmes et les écoles sont, enfin, on a vu les images, on a vu des militaires dans des écoles primaires, enfin, qu'est-ce que font des militaires dans des écoles primaires? On est dans toutes ces tentatives de l'embrigadement de la pensée. L'école devrait être un lieu sacré, où l'école ou l'université, on a vu ressurgir le cadre, etc. Donc on est quand même dans tout sauf la pensée et sauf l'encouragement à penser, à analyser. Hamid Lelo, je reviens à vous. Est-ce que, pour reprendre un peu ce que nous dit Wardia ici et Ben Mama sur le plateau, est-ce que la crainte, c'est pas ce complot qui est organisé? Vous avez peut-être cette vision, enfin cette analyse aussi, cette crainte, une sorte de complot qui est organisé là-haut par les personnes qui dirigent le pouvoir? Moi, j'ai toujours dit que ce pouvoir, s'il continue sur le même chemin, la même méthode, lui-même, il devient une menace quant à l'existence de la notion État algérien. Ça, c'est évident, parce que le système, il est gangréné par la corruption, par l'incompétence, par la brutalité. C'est un État qui terrorise le peuple. On voit ce qui se passe avec les arrestations arbitraires, avec les pertes de liberté d'expression, les fermetures de toutes ces organisations qui ont été créées suite à 88. Mais il y a une chose qui a changé en Algérie. Et je pense, c'est pour ça que je dis que le régime vit une schizophrénie politique, parce qu'il est complètement déconnecté de la réalité. C'est qu'il y a deux Algéries. Il y a l'Algérie d'avant Hirak et l'Algérie d'après Hirak. Ça, c'est très important. L'Algérie d'avant Hirak, c'est l'Algérie où le système, le régime a pu se régénérer et rester résilient et faire face à tous les troubles auxquels il avait fait face, aussi bien à l'intérieur du système ou bien au niveau de la société. Maintenant, c'est à notre tour, c'est le tour du peuple de prendre cette perche. C'est comme s'il y a une perche qui nous a été lancée. Maintenant, c'est l'après-Hirak. Et l'après-Hirak, on voit que le peuple il est résilient. 4 ans après, on est là, on continue à militer, même si la forme a changé vu les conditions. Il y a aussi le contexte international. Je reviens toujours au contexte international, il est très important, qui donne un petit peu une bouée de sauvetage à ce régime qui continue à jongler entre certains équilibres diplomatiques internationaux. Mais c'est pas durable. Ça peut pas être soutenu, ça va changer. Et c'est pour ça que je suis encore très content de cette initiative d'internationaliser le cas Algérie. C'est la grande journée qui s'annonce et on en reparlera bien sûr avant de se quitter. Karim Kébir, avant de vous libérer, le temps passe tellement vite. Avant de vous écouter 2 minutes sur ces 4 ans qui sont là, ces 4 ans de mouvement, de révolution, peut-être effectivement un élément important. Est-ce que de dire aux Algériens constamment on est en danger, on est visé, il y a un complot, attention, c'est quoi? C'est pour cloisonner la pensée, contrôler la pensée des Algériens, ne pas libérer l'espace de réflexion, d'analyse? Écoutez, je pense que c'est en fait le régime aujourd'hui il ne fait que gagner du temps ou plutôt perdre du temps. Parce qu'il est complètement coupé de la société, il n'a plus de base politique et sociale, et les médias qui véhiculent son discours sont complètement discrédités. Pratiquement, donc il est dans une situation pratiquement d'isolement. Et puis même sur le plan international, il a des problèmes pratiquement avec tous les pays. Donc je crois que ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel, l'écrasante majorité des Algériens, en tout cas la bonne partie, d'abord, elle identifiait la nature du régime, contrairement aux années passées où les gens applaudissaient à tout va pour le premier venu. Mais là, il y a une forme de divorce avec le régime. Donc, comment il va faire pour rétablir, pour
La confiance, je crois que dans les conditions actuelles, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas les moyens d'abord sur le plan financier comme il faisait avant pour acheter la paix sociale, puisque tous les experts le disent, en tout cas, il ne peut pas s'appuyer sur l'énergie éternellement. C'est une affaire de 5 ou 10 ans. L'Algérie n'a pas les moyens de produire suffisamment. Et puis, la guerre en Ukraine va forcément donner lieu à des repositionnements géostratégiques. Donc, l'Algérie sera obligatoirement... Elle va dépasser cette situation où il n'est pas regardé aujourd'hui, mais donc plus tard, certainement, il y aura beaucoup de pays qui vont regarder d'un autre regard ce pays. Et comment le régime va reconstruire sa confiance? Il n'a pas les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a ni base politique, ni un relais médiatique crédible. Donc ce sera extrêmement difficile pour lui de continuer, en tout cas dans la voie qu'il a emprunté jusque-là. Donc si vous y ajoutez la crise économique, parce que ce sera encore difficile, parce que le problème, il est très profond. Ce n'est pas une question seulement d'argent, mais c'est aussi asseoir les bases d'une économie performante. Mais comme on connaît le type d'économie qu'il y a chez nous, avec les intérêts imbriqués entre les différents cercles, et donc on est dans une impasse totale. Et je crois qu'il sera condamné. Il sera condamné à opérer des réformes, mais comment, quand, ça on ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a perdu la confiance du peuple algérien. Merci Karim Kébir d'avoir été avec nous, journaliste. On aura le plaisir de vous réinviter pour toute cette couverture spéciale autour de cette quatrième année de ce mouvement, de ce Hirak qui vit des périodes autant dynamiques comme le week-end qui arrive. Hein, ça rentre totalement dans le cadre du Hirak. Il y a aussi cette marche, bien sûr, à Paris, entre autres. On viendra sur Ottawa, l'Allemagne qui organise aussi des rendez-vous. Il y a des rendez-vous aussi aux États-Unis. Hamid Lelou, avant un dernier mot, je vais terminer l'émission tranquillement avec Wardia Ben Mamar. Un mot sur ces 4 années de Hirak. Pour vous, Karim Kébir disait à l'instant, les Algériens ont maintenant compris, ont réussi à définir le type de régime qui les gouverne depuis plusieurs décennies. Maintenant, c'est terminé. Donc, cette révolution, elle continue, elle est importante. En tout cas, le peuple ne doit pas lâcher. Enfin, en tout cas, est-ce que pour vous, c'est sa seule et unique solution? C'est au peuple de sortir et de faire changer les choses. Malheureusement, oui. Enfin, malheureusement, j'espère que la solution, elle est entre les mains du peuple, parce qu'une solution importée, ça ne marchera jamais. Mais moi, je veux rejoindre un petit peu l'analyse de votre invité d'Alger. Cette disparition de confiance, où il n'y a pas de confiance, comme je disais, à cause de la schizophrénie politique, il n'y a pas de confiance entre le peuple et le régime. Ma preuve, je la vois dans les indicateurs. Moi, je regarde toujours les indicateurs. Il y a des indicateurs tangibles. Et un qui est un petit peu, c'est du sarcasme, c'est de la satire. Mais moi, je ne dis pas Tebboune Raïs Mzawar. Moi, je dis Tebboune président Facebooker, président YouTuber. Citez-moi une seule fois où Tebboune a eu le courage politique de sortir devant la foule dehors comme un président qui est élu. Citez-moi un cas où il est parti à l'intérieur du pays ou se faire acclamer comme l'avait fait pour cause Macron de manque de légitimité. Eh bien oui, président YouTuber. C'est ce que font les YouTubers. On va sur YouTube et on parle aux gens. Eh ben, c'est ce qu'on a. On a un président YouTuber, malheureusement. Merci Hamid Lelou d'avoir été avec nous. Merci. Il est un peu plus tôt chez vous. Hein. Je crois qu'il y a 6 heures de moins, si je ne me trompe pas. Il est 2h moins quart. Voilà. Merci infiniment Hamid Lelou. On aura le plaisir aussi de vous retrouver tout au long de cette semaine, de ces journées à venir consacrées à cette révolution. Si vous voulez réagir, Wardia Ben Mamar, sur ce que vous avez entendu, bien sûr, je voudrais qu'on évoque quand même quelques minutes. Tout de même, vraiment, cette journée, elle est très importante parce que c'est une des clés qui petit à petit, c'est ça aussi le Hirak.
Hirak. Ce qui va se passer samedi, ça fait partie du Hirak. C'est une autre forme de Hirak, ce rassemblement. Bien sûr, c'est une autre forme de Hirak. Nous sommes plusieurs militants, plusieurs organisations. Et nous avons des points de vue politiques parfois différents, divergents, mais on ne diverge pas. On ne diverge pas sur la solidarité. C'est vraiment très important. On ne diverge pas sur la solidarité et également sur la radicalité des demandes du Hirak, à savoir Itnahaouga, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, que ce soit pour nous, pour les Algériens qui, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une... on a une fiche, notre fiche, donc meeting contre la répression. On a aussi édité une autre sur laquelle on avait noté meeting contre la régression. Elle est à l'antenne. Voilà, contre la régression. On avait, ça a été l'objet de débat entre nous. Mais c'est exactement la même chose. Bien sûr, la répression est une régression. La répression politique est une régression. Un régime qui a recours à la répression, c'est un régime, et je rejoins notre ami Hamid Lelou, où il y a un divorce politique, il n'y a plus de confiance. C'est un régime qui a peur et qui a recours à la répression. Quand vous faites ces séances, ces échanges, ces réflexions, ces analyses, c'est le constat, ce sont des régimes qui à un moment donné sont fragilisés, sont déstabilisés de faire appel à une répression mais bien sûr, le cas d'Amira Bouraoui Amira Bouraoui ce n'est pas une terroriste. Amira Bouraoui et les personnes qui partagent son engagement sont une chance pour l'Algérie. Et je veux dire, toute cette affaire qui a été organisée... Disproportionnée, mais c'est quand même malade, qui, le moindre vent, la moindre brise risque de l'emporter. Pardonnez-moi de faire ce parallèle, on a affaire à un régime qui a peur de tout, et donc les réponses sont disproportionnées. Amira Bouraoui n'est pas une terroriste, et aller jusqu'à emprisonner sa maman, enfin, on est dans les fables de La Fontaine. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère, c'est donc ton frère. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à avoir Amira Bouraoui, on emprisonne sa sœur, on emprisonne son cousin. On est dans des pratiques à la soviétique et dans des pratiques empruntées à une autre dictature aussi chinoise qui est de sévir autour de la famille d'une personne engagée. Honnêtement, moi, je trouve que ce n'est pas à l'honneur de l'Algérie de recourir à ce genre de procédé. Le régime se discrédite. Les Algériens ne sont pas bêtes. Les Algériens, quand ils sont sortis par des milliers. Ça a tenu autant que ça a tenu, si on n'avait pas eu le Covid. Les gens ont réfléchi. Ils ne sont pas sortis juste parce qu'il fait beau et qu'on va marcher. Ils sont sortis parce qu'il y a des convictions derrière. Parce que chaque Algérien sait pourquoi il est sorti. Et chaque Algérien vit la répression et à son niveau, a eu l'occasion de constater les méfaits de ce régime. Alors, je sais que vous allez le faire parce que vous êtes très forte. On a 1 minute 30, mais on va y revenir. On aura le plaisir de réinviter les membres de Riposte et vous allez revenir avec plaisir. D'ici, danse populaire, regard croisé. Voilà, peut-être 1 minute 30 sur ce bouquin. Il y a des témoignages de personnalités de tout bord aussi. Oui, alors Dissidence populaire, donc c'est Dissidence populaire, regard croisé. C'est un ouvrage dans lequel on a voulu croiser à la fois le regard de certains universitaires, analystes, fins connaisseurs de l'Algérie, de la politique de l'Algérie, donc le Hadi El Houari, et on en a plusieurs, et une autre partie dans laquelle on a donné l'occasion à des militants de s'exprimer et de nous faire part de leurs témoignages, de leur vécu. Alors on croise, parce que c'est aussi ça le militantisme, on peut être un universitaire, on peut être dans cette sphère académique et avoir un regard fin et aussi avoir cet amour de l'Algérie et être un militant de terrain et avoir aussi une analyse pertinente
et percutante, comme l'ont fait nos camarades et nos amis dans ce livre. En tout cas, un gros boulot. Voilà, Dissidence populaire, regard croisé, ouvrage collectif publié par Riposte International, mais on en reparlera puisqu'on aura le plaisir de vous. Et merci de venir samedi. Samedi, il sera en vente. Très bien. Samedi, on vous invite à vous. Voilà, la Bourse du Travail à Paris. Bien sûr, encore demain. Voilà, rendez-vous samedi 18 février, Bourse du Travail à Paris, les réseaux sociaux Riposte International. Wardia Ben Mamal, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à Hamid Lelou et à Karim Kébié. Dans quelques instants, l'édito de mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf. Le programme continue. Merci l'équipe. Bonne soirée.